vida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece. Rebonjour à tous, bienvenue à Transition Urbaine, puisque là je la refais pour ceux qui nous ont vus initialement. Donc Transition Urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là aujourd'hui on est très heureux encore une fois de vous accueillir et on a plein d'invités de surprises à vous proposer. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans Min In Situ. Donc Min In Situ, pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait c'est une partie où on parle de l'association à travers le regard des salariés, des bénévoles, des volontaires, des partenaires, pour vous tenir un petit peu au courant de la vie de l'association. Donc là aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Chabot. Salut Sophie. Re-salut. Re-salut. Donc Sophie qui est une militante très engagée sur la ville d'Arcueil, qui est bénévole de la mine et pas que. Et donc on trouvait intéressant de pouvoir discuter avec elle un peu de tout ça. Donc Sophie, tout de suite je te demandais s'il te plaît, en quoi consiste ton engagement au sein de la mine? En quoi elle consiste? Ouais. Sur beaucoup de choses. D'abord, j'étais quasiment à la création. C'était une vraie aventure. Parce que c'était un bâtiment un peu déglingué, un peu crado. Et voilà. Et c'était très excitant d'inventer un lieu. Bien sûr. Et c'était chaud. Il faisait très froid, mais c'était très chaud aussi. Et c'était très participatif. C'était vraiment, voilà, toujours tellement sympa, les trucs qui éclos, surtout qu'Arcueil, il se passait pas grand-chose, fallait saisir, voilà. Moi, j'étais en congé sabbatique. Oh, je me suis précipitée dessus. Bon, alors après, pourquoi je suis un peu à la mine? En fait, la mine, elle cache, elle cache pas, elle coche beaucoup de raisons. Elle est à la croisée de beaucoup de mes aspirations, et puis j'espère de beaucoup d'Arcueillais. La première chose, c'est la lutte contre l'ultra-consommation. Voilà, on croule sous les déchets, surtout du plastique. Je ne vais pas vous faire un dessin, tout le monde le sait. Après, les objets, est-ce qu'on ne peut pas vivre avec un peu moins d'objets? Parce que effectivement, la propagande publicitaire nous dit ouais, tu seras vraiment plus heureux si tu as cet objet-là. Puis finalement, on s'aperçoit qu'il est mis dans les déchets. Donc on va droit dans le mur, quoi, comme disent les écolos, on va droit dans le mur, quoi. C'est plus possible d'autant produire et d'autant consommer. Donc la mine, elle récupère, elle revalorise, super important, ça veut dire qu'on trie. On dit ouais, cet objet, ouais, il a de la valeur d'usage, hein. Et voilà, et en plus c'est des petits prix, donc par rapport, alors là c'est la dimension sociale, c'est-à-dire que tous les publics peuvent venir, tous les clients peuvent venir, il n'y a pas de ségrégation, on se sent bien à la mine parce que on sait que c'est pas pour telle catégorie sociale, c'est toutes les catégories sociales qui peuvent se pointer à la mine et trouver leur bonheur. Moi, comme bénévole, j'aimais aussi tout le côté convivial. Alors pour moi, c'est une question super importante. Moi, j'en ai ras-le-bol des discours, des grands discours, et moi, je veux faire avec les autres. Et pour ça, il faut le faire dans la convivialité. Et alors, la mine, cerise sur le gâteau, elle organise des fêtes, elle organise des concerts. Elle nous dit on va faire ensemble un repas. Voilà, c'est ça qui fait que c'est chaud et qu'on a envie de venir. Nous sommes dans une ville de banlieue où il y a très peu de cafés, ou alors ils sont très genrés, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont en train de boire un coup et puis de jouer au tiercé ou je sais pas à quoi. Ça m'intéresse moyen. C'est dommage, il y a tout ce lien qu'on perd avec nos voisins. Faire avec les autres, donc la convivialité. Et puis c'est aussi un lieu, et ça je suis super contente parce que Régis, il en parle souvent, c'est de faire un lieu un peu de rendez-vous de base pour des militants.
qui ont envie de transformer le monde, et entre autres la transition écologique dont on se gargarisme beaucoup, mais il va falloir s'y mettre un bon coup. Voilà, donc ça c'est ce qui... Après, moi ce que j'aime aussi dans ma pratique ici, c'est les liens, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. Je rencontre le monde entier, je rencontre une indienne qui fait de la couture que je comprends pas toujours très bien, mais bon, on communique. Je rencontre des gens des quartiers que je fréquente pas. Je rencontre des jeunes, des plus vieux, des cassés, des moins cassés, des voisins aussi qui partagent, des militants comme moi. Voilà. Donc ça c'est super important et je pense que les idées elles s'assènent pas, elles se diffusent comme ça par des petits comportements, des petits tiens tu connais un tel qui pourrait faire ça, voilà. C'est ça qui fait que la vie elle est là. Après le dernier truc que je veux faire, je déroule mon truc. Mais vas-y. Donc le dernier truc, c'est que ça rejoint, alors là, mon militantisme professionnel, qui est sur la littérature jeunesse. Donc je suis une ancienne, ça fait 30 ans, j'ai travaillé pendant 30 ans comme journaliste en presse jeunesse. Et depuis que j'ai 22 ans, je suis passionnée par les bouquins. Je crois que c'est les bouquins en général, les bouquins jeunesse. Et ici, il en arrive beaucoup. Et pour moi, c'est très important dans la relation parent-enfant, le livre, hein, parce que il se passe des choses affectives, des émotions. Les livres, on met des émotions dessus. Enfin bref, je peux vous faire une conférence sur les vertus du livre partagé. Voilà, et donc à la mine, il y a beaucoup de livres. On les trie et puis je fais ma sélection. J'ai eu la chance, grâce à Martina, d'avoir un présentoir de libraire. Et donc j'ai ma petite sélection. Après, il en faut pour tous les goûts. Moi, je suis contre les livres industriels, des livres qui sont sans saveur, des livres qui sont idéologiquement sexistes. Voilà, j'élimine un peu, j'avoue, les choses qui correspondent pas à des choses que je porte. Et en même temps, grâce au livre, moi c'est aussi un témoignage que j'ai envie d'apporter, tu fais aussi du lien avec d'autres structures, tu fais aussi des fois... avec les enseignants, avec les enseignants, avec les parents qui me demandent, avec les grands-parents, parce que les grands-parents aussi fréquentent beaucoup la mine, ils disent « Ah, pour mes petits-enfants, voilà. » Et donc et puis c'est accessible, voilà, le prix du livre ici, c'est pas intimidant comme une librairie. Moi, je suis une adepte des librairies, mais voilà, on achète un jouet, on achète un meuble, et puis tiens, ce livre, mais oui, j'ai un neveu, mais oui, ma fille. Alors moi, je les range par catégorie pour que les livres que vous choisissez soient les plus près de l'âge, des compétences linguistiques des uns et des autres, des goûts. Et moi, j'ai un gros problème et je voudrais militer, c'est sur, on en a déjà parlé, c'est sur les adolescents. Je voudrais refaire lire et qu'il y a une très belle de faire un club de lecture. Un club de lecture. Voilà, c'est assez difficile. Il y a eu le club Guy Môquet, bien sûr. Il y a eu une super expérience. Voilà, après, à voir. Bon, Voilà, et donc je continue, hein, merci, mais ton champ de militantisme, comme tu l'expliquais, ne s'arrête pas qu'à la mine, et tu es aussi la présidente donc de la MAP de la ville. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Ouais, alors, la MAP, elle fait partie déjà, c'est super important, parce qu'il y a un autre lieu pour moi important à Arcueil, c'est la Maison des Solidarités, et donc elle est constitutive la MAP est un des piliers de la Maison des Solidarités, qui est un centre social culturel, mais qui est aussi ouvert à des initiatives citoyennes, comme un tiers-lieu qui est en train d'être créé ici. Alors c'est un autre mode de fonctionnement, voilà, c'est un peu différent. Ce qui n'empêche que le mot solidarité est très important. Alors pourquoi est-ce qu'une AMAP est solidaire? Elle est solidaire avec le monde paysan, et pas n'importe quel monde paysan, pas ceux qui nous font de l'agriculture intensive, mais ceux qui sont passés, qui disent qu'il va falloir bichonner la terre
et qu'il va falloir faire attention parce que les sols sont vides de tout nutriments, de bestioles. Enfin bref, c'est une catastrophe. Les sols français, c'est une catastrophe. Donc il y a des gens qui ont le courage, des paysans qui ont, parce que ça s'appelle, ils s'appellent des paysans. C'est pas seulement des exploitants, ce sont des paysans qui choisissent de faire du bio, des bons légumes. Et donc la MAP, on est solidaire, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens urbains qui disent, ben voilà, nous on vous prépaye la récolte, on vous donne de l'argent, c'est-à-dire de la trésorerie, pour acheter vos semences, vos semis, pour entretenir votre matos, etc. Et en échange, toutes les semaines, vous allez à votre discrétion, c'est-à-dire c'est eux qui font le panier, enfin qui nous disent qu'est-ce qu'il y aura dans le panier, et qui nous livrent en vrac, donc notre part de récolte. Et alors ça a beaucoup de vertus. D'abord, ça fait de la trésorerie pour les paysans. Deux, nous, on mange des légumes de saison, et les légumes de saison correspondent bien à nos besoins alimentaires de saison. En ce moment, c'est les courges, il y a plein de vitamines particulières pour l'automne. Bref, et puis surtout, ça nous permet de dire que la ville et la campagne, c'est pas deux mondes séparés. C'est que il va falloir se connaître les uns les autres. Vous savez que la résilience, l'autonomie alimentaire sur la région parisienne n'est que de 3 jours, et qu'il faut tisser des liens avec les paysans. Sinon, pendant un Covid, en Inde par exemple, les mecs, ils ont été coincés dans les villes. Et ils avaient plus, eux aussi, leur autonomie alimentaire était très faible. Du coup, ils crevaient la dalle. Donc, ne séparons pas. Et puis surtout, ça lutte contre la grande distribution. Nous, on fait que des petites distributions et conviviales, et on partage, et on fait encore de nouveau ensemble. Et là, c'est la convivialité qui revient. Parce qu'il y a des moments festifs aussi au niveau de la MAP. Ça fait on fait ça aussi. Ouais. Voilà. Ouais, on avait fait le petit bal de la MAP. On a le repas des 4 saisons où on se régale ensemble, où on se prépare des plats. On va visiter la ferme, on donne des coups de main à la ferme. Donc on voit ce que c'est. Voilà. Et le mec, il nous dit, donc on a pas mal de... On n'a pas qu'un maraîcher, on a aussi un mec qui fait sa farine, enfin qui cultive son blé et qui fait sa farine et qui nous fait du pain. On a aussi un champignonnier qui fait des super bons champignons, mais qui poussent sur la paille, et du coup ça a une saveur très particulière, qui sait exactement à quelle température les champignons poussent. C'est des métiers hyper passionnants. On a aussi des groupements de paysans dans le Perche qui font tout, de la viande. En fait, on peut presque se nourrir qu'avec la MAP. C'est ça. Et la seule chose qu'on n'a pas, c'est les poissons. Oui. Mais toi... Mais justement, là, tous les mercredis, il y a un point d'apport avec Poiscaille. Voilà, exactement. Voilà, donc on est complémentaires, et je trouve ça super bien, parce que dès qu'on est en rapport direct avec les gens qui travaillent et qui produisent l'alimentation, qui pêchent, voilà, on les aide, et voilà, que ça soit plus l'agroalimentaire qui nous manœuvre. Même pendant le confinement, on a continué, parce qu'il n'était pas question que la grande distribution se fasse du beurre. C'est pareil pour Amazon. Je suis anti-Amazon à fond. C'est shame, honte à ceux qui utilisent Amazon. Non, nous, on n'est pas non plus dans le procès d'intention, hein, mais voilà, je le dis parce que là, en ce moment, donc il y a une pétition qui marche. Il y a une pétition en ce moment, voilà. Bon, peu importe. Après. Après, maintenant que tu nous as dit ça, il y a aussi le pendant citoyen avec ce que vous êtes en train de monter avec plusieurs citoyens de la ville, donc le groupe Résilience. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors le groupe Résilience, il s'est créé juste avant les élections municipales. C'est donc un groupement de citoyens très écolo. On trouve qu'il va falloir un peu accélérer le mouvement, parce que il va falloir. Et on pense que c'est la résilience locale, c'est ce qu'il y a de mieux, et c'est surtout qu'on arrive à que l'écologie devienne populaire. Ça, c'est vraiment une aspiration. C'est une aspiration qu'on porte. Je pense que la mine aussi, il faut plus que ça soit réservé à des bobos. Voilà, c'est pas un luxe de manger
enfin De manger sain, tout de simplement. manger sain, tout simplement. Voilà, il faut que ça soit voilà Démocratisé. démocratisé, que tout le monde en parle, que voilà, et que ça soit pas culpabilisant. On n'est pas des punitifs, c'est juste qu'il faut inventer. Donc nous, on a envie d'être à la fois inventif, se servir des expériences Bien des sûr. autres, hein, Oui. on va pas toujours réinventer Le les choses. Souvent, il y a eu plein d'expériences, elles tombent dans des trous parfois, alors qu'on pourrait s'en ressaisir et les faire revivre. Après, on voudrait aussi que ça soit une co-élaboration, c'est-à-dire que ça soit vraiment démocratique, que tous les points de vue s'exercent, hein. Et puis, surtout, on pense que dans la résilience, bon là, il y a le Covid, c'est un choc, mais on pense qu'on va en avoir un paquet qui vont nous arriver dans la tronche et qu'il va falloir anticiper. Donc, voilà, face au réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on fait? Moi, en ce moment, je suis en train de plancher sur les mini-forêts. Planter des mini-forêts, il y a des controverses. Il y en a qui disent que c'est stupide, que c'est absurde. Il y en a qui, au contraire, disent que ça peut être la panacée. Mais on en discute et voir si on peut pas trouver un lieu dans Arcueil où on fait des expérimentations de la même façon qu'on a fait des jardins partagés. J'étais dans le mouvement des jardins partagés. Je suis toujours dans le mouvement des jardins partagés d'Arcueil, qui est hyper démocratique et open, voilà, où on fait ensemble. On discourt pas, on fait ensemble, et dans cette confrontation, alors, il y a des frottements, moi je cultive pas comme ça, toi tu cultives comme ça, et puis c'est finalement on trouve un plan d'attente. Et puis surtout, on apprend des autres. Parce que il n'y a pas que les intellectuels qui savent des choses. Franchement, tout le monde sait des choses et que faut se revaloriser, que le boulot souvent nous Vous a êtes un un peu... peu, dans une démarche d'éducation populaire. Et d'éducation populaire. Alors moi, j'aime Ouais. pas trop parce que quand on dit sensibilisation, ben Toi, oui, moi je c'est suis dans pas... l'action, quoi. Moi, je suis dans l'action. Ouais, dans l'action. Je veux dire, oui, on peut vous raconter pourquoi est-ce que le bilan carbone c'est une catastrophe, pourquoi il y a réchauffement climatique, pourquoi les glaciers fondent. Ouais, il y a des jeux, c'était vraiment bien, mais c'est pas vraiment Ouais. moi mon taf, c'est d'entraîner à faire ensemble. D'accord. Et donc c'est important qu'il y ait des lieux comme la mine pour faire ensemble Ouais, bien sûr. et réfléchir ensemble. Moi, je voulais quand même juste redire un peu ce qui est très important dans ce que tu as dit. Finalement, ce groupe Résilience, vous êtes un peu dans une gestion de l'incertitude. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça. Le monde, il est assez incertain actuellement. Vous êtes réunis en groupe pour essayer d'anticiper et accompagner cette incertitude de manière conviviale. Ouais, Toujours exactement. dans l'esprit de la transition. Dans la transition. Voilà. Alors, il faut oser aussi un peu. Il y a la gestion, ça c'est les maires. Ouais. Donc en fait, dans notre groupe Résilience, il y a 2 élus. Il y a Simon Burkovi et Léa Akash De la ville de la ville d'Arcueil. nouvellement Et élue. donc, nouvellement élus. Et donc, c'est très important parce que ils disent, nous, on veut pas être des élus hors sol. D'accord. Faut qu'on plonge. Tous les élus devraient plonger dans le... Voilà, il faut qu'ils aient eux aussi leur base. Donc, c'est ça. Mais je trouve que finalement, moi, la meilleure définition de la résilience, c'est quand même, on s'en sortira que s'il y a des solidarités. Et la ville d'Arcueil, c'est pas un 20 mots, on est une population très diverse sociologiquement, mais on a quand même beaucoup d'associations, on a une culture de solidarité qu'il faut conserver, quoi. Voilà, Et moi, il faut entretenir. Moi, je trouve ça très bien que vous ayez appelé votre groupe Résilience parce que justement, ça te donne une traduction concrète. Parce que maintenant, on entend, notamment par rapport au Covid, le gouvernement a appelé un plan d'action, le plan résilience, qui a été un peu galvaudé et tout. C'est bien de mettre de la résilience. C'est-à-dire que c'est pas parce que à un moment donné, il y a des personnalités qui essayent de s'approprier un mot et un peu le vider de sa substance. Bon, c'est un parti pris que j'ai et que j'assume. Ouais. C'est bien aussi d'avoir le pendant aussi de la résilience tel que nous, Qui est tel active, qu'il est vu, qui est actif, collaborative, qui est voilà, convivial, parce que voilà. là c'était un peu une résilience dans la peur. C'était vraiment le grand. Mais il y a une traduction conviviale que en tout cas, si personne Et très important aussi, c'est parce que il faut faire, mais en même temps, la résilience, est-ce que c'est juste pour colmater ce monde qui a été
qui a été, oui. toxicité, comment dire, qui a été gâchée par le capitalisme. Parce que moi, je dis les causes. Oui. Pour moi, les causes, c'est juste le capitalisme mondialisé qui Ouais. nous a foutu tout. Donc là-dessus, pour moi, c'est ce système économique fou qui, voilà. Donc ça, pour moi, c'est le point de départ. Et donc, faire de la résilience, c'est surtout faire de la résistance aussi. C'est-à-dire, non, on va pas se laisser avoir par encore plus de pétrole, encore plus de plastique. Non, non. C'est quand même fou que d'avoir une volonté voilà, sincère de préserver les ressources naturelles de la Terre, ça devienne un acte politique engagé et marqué. Ouais, C'est quand même fou parce qu'au final, tout ce que tu as dit depuis le début, c'était simplement ça, quoi. C'est comment on respecte les gens ouais. et la Terre et tout en étant sympa entre nous. Ouais, et c'est sympa, faire la fête. Et ouais, c'est Et ça, faire c'est la faut que fête, ça soit bien joyeux. sûr. Faut que Moi, ça je soit suis pour joyeux. une sobriété, Ouais, ouais. mais alors heureuse, Ouais, de ouais, chez c'est clair, heureuse, hein. c'est clair. Parce que sinon, Dédicace à Pierre Rabhi quand même. ouais, Faut le dire. sobriété Ouais, heureuse, oui. voilà, c'est tout, dédicace. Sinon, tout le monde peut participer, et donc je dis donc le site de résilience, enfin c'est pas, c'est L'adresse mail. l'adresse mail, pardon. Ouais, ouais. Donc ça s'appelle résilience.arcueil@zaclis.net. Voilà. On va vous l'envoyer, et Ça va donc être mis en commentaire. on a à la mine, on a fait une première réunion publique, c'était super. Chacun y est allé, on a fait plein d'ateliers, chacun y est allé de sa définition, plein d'idées. Mais merci de nous avoir Ah bah accueillis, avec et on plaisir, aimerait hein. Ah ouais, remettre non mais ça, bien sûr, avec remettre, voilà, plaisir, avec quand on plaisir. sera sorti Ouais, ce truc, ouais, de ce bien truc sûr. là, de ce minuscule truc qui nous Bah en emmerde. tout cas, Sophie, je te remercie beaucoup et puis bah, je te dis à très bientôt. Très bientôt. Merci à la radio, la mine. Salut. Ciao. Pode ser, é claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar, não foi tudo em vão. Pode ser, é claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar, não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece. Bonjour à tous encore une fois. Ah oui. Ok. Transition urbaine. Big dédicace à l'homme qu'on appelle Edgar Aïe, notre technicien hors pair. Donc, on est de retour dans Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, tout de suite, nous sommes dans le grand angle. Cette semaine, on fera pas donc sur la route parce que tout à l'heure, il y a une grosse surprise, mais j'en parlerai par la suite. Donc là, nous avons le privilège d'accueillir dans le cadre du Grand Angle Martin Bobel, qui est le coordinateur du REFER, donc le réseau des ressourceries et des recycleries en Île-de-France. Salut Martin, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Ouais, cool. Donc merci beaucoup de venir. Donc comme vous savez, nous au niveau de la mine, on est en mutation où maintenant on emploie plus un peu le terme de tiers-lieu plus que ressourcerie, mais donc notre première activité au sein de l'association, ça a été et ça reste toujours la ressourcerie qui est notre activité principale. Et c'était important pour nous au sein de Transition Urbaine de vous présenter ceux qui font vivre le réseau francilien des ressourceries parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment du gros boulot qu'ils abattent. Et si on peut être encore à flot, c'est notamment grâce à eux. Donc big up à Martin et à toute son équipe, notamment à Paul et à Camille et à tous les autres. Donc Martin, s'il te plaît, est-ce que tout de suite tu peux nous présenter le REFER, s'il te plaît? Ouais, je peux. Juste avant, je me disais, je voulais quand même rebondir sur le témoignage de Sophie parce que
Quand je l'entends parler de solidarité, de faire ensemble, de ce qui se passe à la mine, en fait, je me dis que c'est un peu pour ça que je fais mon boulot. Cool. Je suis assez touché, je suis toujours trop content d'entendre des gens qui racontent. Bah génial, ouais. Bah de toute manière, ça c'était dans ce que tu allais nous raconter. Je suis sûr que ça va transparaître, mais c'est bien de le rajouter. Donc le réfère, c'est quoi du coup? Oui, j'ai un petit lag là. Vous êtes Ah avec ouais? moi? Là, on est Ouais, avec c'est bon. toi, hein, Martin. Ok, plus de lag. Ouais. Ouais, donc le REFER, c'est quoi? En fait, c'est une d'asso. Le REFER, c'est né il y a à peu près 8 ans. C'était 10 associations, 11 associations en Ile-de-France. Ces assos, c'était des ressourceries, des recycleries, qui ont décidé de monter en fait une association commune pour porter des projets communs. Dans ces projets communs, il y avait un truc assez pressant et un truc que les structures voulaient beaucoup, c'était aider les nouvelles assos, c'est-à-dire aider les gens qui veulent monter des projets similaires. À l'époque, on était très sollicité par des gens qui voulaient monter des ressourceries. Notamment moi. Ouais, par exemple, Voilà. c'est vrai que toi, tu sollicitais les assos avant la création du REFER. C'est ça. L'objectif initial, c'était en partie de formaliser l'accompagnement des nouveaux projets, l'accompagnement des gens et l'accompagnement des nouveaux projets. Après, on a eu plein d'autres trucs. On a avant tout pris plaisir à manger des pizzas ou faire des trucs ensemble, nos réunions pour discuter, se rendre compte qu'on n'était pas des cas isolés, en fait. Je pense que c'était un truc assez présent aussi. C'était des structures qui étaient peu connues, dont on n'avait pas bien identifié en fait les tenants et les aboutissants, et du coup beaucoup de gens qui portaient ces structures-là qui se retrouvaient un peu extraterrestres en fait dans le milieu des politiques publiques, dans le milieu de la reconnaissance médiatique, et il y avait un gros enjeu aussi de faire du lien entre nous, quoi. De mieux se connaître, de s'entraider, et voilà, de fil en aiguille, ce réseau il s'est mis à faire pas mal d'autres activités, mais c'est un peu au gré des volontés de ceux qui le constituent, quoi. Parce que quand il y en a un qui débarque en disant voilà, j'ai une super idée et que ça emmène du monde, possiblement ce réseau il peut servir à ça. Voilà, il peut servir à mettre en œuvre des projets collectifs. Dernièrement, depuis quelques années, il sert aussi beaucoup à la défense du champ d'activité en direction des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on fait du plaidoyer. Oui. Grossièrement, on fait du lobbying du bon côté de la vitre, quoi. Là, actuellement, il y a combien de structures au sein du REFER? Là, on est 45 maintenant. Voilà, hein, de 11 à 45, ce qui montre aussi la vitalité de ce réseau. Et en ça, moi, ce que je peux en témoigner, c'est que l'ensemble des réunions que vous proposez, elles sont quand même très très suivies. La communauté est très présente. Ouais, alors c'est plus difficile de s'organiser à 45 que ça ne l'était de s'organiser à 15. L'intérêt quand même, c'est que la plupart des nouvelles structures qui sont venues s'agréger au réseau sont en fait des structures qui ont été accompagnées par les assos préexistantes. Donc du coup, il y a des liens, des gens qui se connaissent et ainsi de suite. Mais c'est plus difficile en effet de s'organiser à 45. Cependant, ouais, c'est encore hyper suivi, et on a la chance d'avoir un réseau, et je pense que c'est assez rare en fait dans ce milieu, parce qu'en fait c'est pas un réseau pour le grand public, c'est un truc interprofessionnel en réalité, d'avoir un objet de réunion interprofessionnelle aussi convivial, quoi. Voilà, c'est clair. Est-ce que justement par rapport à ça, tu pourrais nous parler d'un événement dont vous êtes pilote et qui nous fédère tous, la fête de la récup? Ouais. Alors, c'est un truc qu'on a construit dès le démarrage du REFER, il me semble, une année après. À la base, on se posait la question, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour raconter l'histoire de ceux qui font de la récup, des ressourceries et ainsi de suite. Et ça a pris forme, en fait, ça a pris forme dans le centre de Paris, dans un lieu qui fait près d'un peu plus de 1000 mètres carrés, plus les ruelles alentours. Et on avait décidé en fait d'en faire un lieu hybride entre montrer ce qui se passe dans une ressourcerie ou dans une recyclerie, c'est-à-dire donner à voir un peu les techniques artisanales, donner à voir les métiers en gros que ça engendre, vendre aussi quelques objets parce que ça fait un peu partie de nos activités, et puis ça permet aussi de couvrir un bout de frais de l'événement. Et puis autour, en fait, ce qui nous importait, c'était d'agréger deux trucs. D'une part, un bout de milieu culturel, c'est-à-dire on a voulu en faire un truc un peu festif sur le format un peu festival, donc on y met des concerts, on peut y mettre des performances, on peut y mettre du théâtre, ainsi de suite.
mais aussi inviter toutes les assos qui bossent sur des champs assez proches des nôtres, c'est-à-dire des assos qui bossent sur les sujets environnementaux et d'autres qui bossent sur des sujets sociaux. Et ça prend beaucoup la forme de workshop en fait. En vrai, si on prend un peu de recul sur la fête de la Récup, c'est un endroit dans lequel on peut voir des concerts, acheter du matériel d'occasion à pas cher et accéder à des workshops majoritairement faire soi-même quoi. Workshop et aussi il y a quand même des expos et de l'information. Ouais, alors voilà, après nous on y met tout un truc autour de d'éducation populaire à l'environnement, c'est-à-dire essayer de bien comprendre quels sont les enjeux, par exemple sur la question de la surconsommation, la question de la gestion des déchets, la question du recyclage. C'était un peu notre dernière expo, c'était de présenter les limites du recyclage. Voilà, on fait en effet des trucs de sensibilité. On a eu aussi des conférences pendant longtemps qu'on a arrêté parce que le lieu n'était pas adapté. Mais on avait aussi un enjeu de ramener la sphère de la recherche autour de nous. Bon, c'est un truc, c'est 80 assos, 35 000 personnes sur 2 jours qui passent. Et c'est un peu notre moment à nous pour se retrouver et faire un truc tous ensemble. C'est ça, et un peu faire la fête. C'est au niveau de la halle des Blancs Manteaux, c'est franchement une chouette expérience. Je le dis aussi pour les internautes, et il y a un gros travail qui est fait aussi au niveau des structures participantes parce que il y a des codes couleurs, il y a des thématiques, c'est assez joli, c'est vraiment bien organisé. Et puis en plus, c'est les membres du réseau qui aussi œuvrent, par exemple, pour tout ce qui est la restauration pour les groupes, et qui donnent aussi un coup de main pour la lumière, le son, je pense notamment à la ressourcerie du spectacle, etc. C'est très autogestionnaire. Voilà, exact. On a fait avec très peu de budget, on l'a fait avec notre identité de vie associative, quoi. Ah ouais. C'est un truc qui demande beaucoup aux assos qui participent, hein, parce que c'est un engagement pour chacun. Bien sûr. Certaines doivent fermer boutique, certaines déplacent des salariés, pas que des bénévoles. Et nous, on fait ça avec très peu de budget. C'est ça. Et puis en plus de ça, il y a aussi tous les ans pas mal de jeunes qui s'impliquent, notamment via le service civique. Donc c'est vraiment cool. Et Martin, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit tout à l'heure sur l'éducation populaire à l'environnement. Ça me permet aussi de te demander si tu peux un peu nous expliquer le travail des ressourceries éphémères qui est porté en propre par le REFER. Alors, les ressourceries éphémères, c'est quoi? On va créer pendant une durée d'environ 8 semaines, donc relativement courte, un espace de ressourcerie dans une cité, dans un lieu. On fait ça dans les parcs HLM, pour parler un peu technique. On va utiliser des locaux vides et on va créer temporairement une petite ressourcerie. Le but du jeu, en fait, c'est quoi? C'est d'emmener les gens vers ces sujets-là, de voir si ça fonctionne bien à ces endroits-là et d'essayer de faire en sorte que ça dure plus longtemps, de donner envie à une asso locale de développer un projet similaire. En gros, on vient un peu identifier ce qui se passe dans un environnement social déterminé. On fait du boulot d'éducation à l'environnement. Il y a plein d'assos qui viennent. En fait, ce sont des projets qui sont constitués de manière collective, c'est-à-dire à chaque ressourcerie éphémère, on va proposer à des associations du réseau de participer. On va proposer aux assos locales qu'on ne connaît pas de participer aussi. On se réunit, on définit un programme ensemble en fonction d'une thématique ou d'une couleur sur un quartier, quoi. D'une envie des jeunes du coin ou d'une envie de je sais pas qui du coin. Et on va essayer en gros d'identifier ce qui peut être fait au long cours pour qu'on développe des dynamiques sociales, des dynamiques de solidarité et des dynamiques sur le sujet de l'environnement. Est-ce que tu pourrais nous parler en particulier de l'initiative d'Orly? Pas très bien. C'est pas moi qui l'ai mené. Tu penses à la création de la ressource? Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que nous aussi, au niveau de la mine, on y était, mais c'était pour un peu illustrer tout ce que tu étais en train de dire. Moi, si tu veux, je peux en parler, hein. Mais c'est qu'il y a eu justement une expérimentation de ressourcerie éphémère à Orly, où le REFER nous a sollicité, nous, et la ressourcerie, la recyclerie La Pagaille à Ivry notamment, avec aussi Approche. Donc à Saint-Maur justement pour porter ce projet, pour faire connaître les ressourceries et recycleries aux habitants, aux Orlysiens.
Et donc, du coup, suite à cette expérimentation-là, en lien avec le syndicat de traitement des déchets, la Rivette qui est à côté, il y a une ressourcerie maintenant qui est portée par l'association Approche qui est là-bas de manière permanente. Hmm. Voilà. Ouais, pour nous, c'est objectif atteint. Ce Voilà, genre de- c'est ça. Non, mais c'était pour Ouais, ouais. illustrer. Après, il y a eu des ressourceries éphémères où il n'y a pas eu ce résultat-là derrière, mais il y a eu ça aussi, quoi. Donc, c'est toujours intéressant à dire. Martin, je voulais aussi que tu nous parles un peu de ce que tu expliquais au tout départ de ton intervention. Donc, la partie plaidoyer, qui a notamment été ultra importante pour nous pendant la période du Covid. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors en gros, nos associations, elles ont, pour porter des projets sociaux, besoin soit d'énormément de bénévoles, soit de subventions ou d'argent public. Sans argent public, un lieu qui fait de la récup, c'est une brocante. En gros, car elle va se contenter de collecter des objets qui ont une forte valeur marchande pour les revendre à des prix du marché de l'occasion. Si on veut ajouter à ce principe de récupération d'objets le fait de pouvoir récupérer des objets à faible valeur, typiquement permettre aux gens de vider leur maison, d'avoir accès comme on n'a pas accès à une déchetterie par exemple. Si on veut porter une attention particulière sur le fait que ces objets-là, ils ne partent pas à l'enfouissement ou à l'incinération, mais qu'ils soient possiblement réemployés ou sinon recyclés. Et si on y ajoute à ça des enjeux sociaux, c'est-à-dire que si on veut par exemple faire du travail social avec des personnes qui ont eu des parcours de vie difficiles, ou si on veut développer des logiques de solidarité, d'accès à tous à ce qu'on va y monter, on a besoin soit d'énormément de bénévoles, soit de subventions. Et nous, on se dit, l'enjeu, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Voilà. Euh, le problème qu'on a historique, c'est que euh, les pouvoirs publics ont assez peu intégré nos activités, comme elles étaient assez nouvelles en fait, leur logiciel. Quoi. Leur logiciel, c'est la loi et leur portefeuille, hein, en gros. La loi, il y a 10 ans, a dit qu'il fallait prioriser la réutilisation des objets sur le recyclage. Donc là, on avait déjà gagné, j'étais pas là à l'époque, c'était à l'échelle européenne, une reconnaissance, mais aussi je dirais une accession au sommet de la hiérarchie des normes pour le traitement des déchets. Cependant, ça ne s'est jamais traduit en argent. Ça ne s'est jamais traduit financièrement. Et du coup, voilà, le gros boulot qu'on mène aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça suive. C'est-à-dire qu'en France, on dépense environ 12 à 13 milliards d'euros d'argent public pour gérer les déchets. Et majoritairement, cet argent, il sert à enfouir et à incinérer les déchets. Le gros enjeu pour nous, c'est de dévier une partie de cet argent-là pour permettre à des associations comme les nôtres de se développer. Donc, ce qu'on fait, on travaille beaucoup avec le gouvernement parce que depuis qu'on fait ce boulot, il n'y en a eu qu'un. On travaille beaucoup avec les parlementaires. Oui. Et on travaille aussi avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, les intercommunalités. Les départements aussi, ouais. Les départements, la région, enfin les régions, les syndicats intercommunaux de traitement, t'en parlais tout à l'heure. En gros, on travaille beaucoup avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que ces structures soient mieux reconnues, financées dans des conditions qui sont bonnes pour leur équilibre, et ainsi de suite. L'exemple de la période Covid, tu voulais que j'en parle? Oui, s'il te plaît, ouais. En fait, en gros, premier confinement, les associations du réemploi solidaire en France, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Emmaüs, ça veut dire les ressourceries, ça veut dire les recycleries. Elles ont perdu à peu près entre 70 et 80 millions d'euros, voilà, en perte de chiffre d'affaires. En perte nette, on imaginait à peu près, on estimait 50 millions, et on était allé négocier avec les pouvoirs publics une caisse d'urgence en complément du fonds de solidarité, en complément du chômage partiel. Et cette caisse d'urgence, on a réussi à l'obtenir. Alors, ça a été très difficile. On s'est beaucoup battu. Ça a pris 4 Franchement, mois. bravo, hein. Bravo, bravo. Ouais. C'était une grande bataille. Ouais. Le ministère de l'Environnement a dit oui, puis ensuite le ministère des Finances a dit non. Du coup, ça s'est enterré. Du coup, on a dû passer par un projet de loi. Enfin, voilà, c'était compliqué, mais ça a mis 4 mois. Et on est sorti avec une enveloppe d'environ 10 millions d'euros. Qui aujourd'hui sert à financer à peu près 320 associations. Et sur ces 10 millions d'euros, on a eu 1,4 million en Ile-de-France. Voilà. Voilà.
Donc ça, Voilà, c'est le genre de boulot qu'on peut faire. c'est ça. Et il y a aussi des actions qui sont, comme le disait Martin, menées directement en direction des parlementaires, justement pour être vigilant à ce qu'il y ait des lois qui fassent au moins la promotion du réemploi et qui vont dans le sens de toutes les politiques publiques qu'on défend aussi au titre de citoyens. Et dernièrement, on a sollicité la députée locale, Madame Gaillot, justement pour avoir un courrier de soutien en ce sens. Et elle nous l'a fait. Et on a pu justement, au niveau de notre territoire, alimenter un peu la démarche du REFER qu'ils ont essayé de faire au niveau national. Et aussi, si je prends cet exemple-là, c'est que comme nous, la mine, les associations d'Île-de-France au niveau du réemploi se sont très vite mobilisées. Il y a eu quand même un certain nombre, à peu près une quarantaine déjà de courriers de parlementaires en très peu de temps qui se sont mis en place pour agrémenter justement la lutte qui est menée par le REFER et que Martin en premier lieu porte pour nous. Donc voilà, je voulais aussi ajouter ça en complément. Sur ce sujet, c'est un des trucs que je trouve les plus passionnants dans notre travail politique. C'est de s'engager collectivement et de s'éduquer collectivement sur ces enjeux qui sont en fait hyper complexes. On parle beaucoup de politique à nos échelons territoriaux et en fait on regarde assez peu ce qui se passe dans les bancs de l'Assemblée, on regarde assez peu ce qui se passe dans les bancs de la Commission européenne. Et en fait, ça fait quand même un peu le jour et la nuit sur nos activités. Et aujourd'hui, on fait face à des lobbies de l'industrie et de la grande distribution qui ont énormément de moyens. Et donc des lobbyistes super bien payés, très formés et ainsi de suite. Et nous, on est très peu et on n'a pas d'argent. Et Ah, mais c'est pas grave. c'est faire à la fin des sessions de travail. Et du coup, en fait, notre seule arme, en fait, c'est le collectif, quoi. C'est le fait de faire appel à la force de chacun sur son territoire pour mobiliser ses élus locaux et pour apporter de l'énergie à ce travail. Et ça marche du feu de Dieu, en fait. Ok. Des fois, on se pose la question, je me demande si c'est pas plus puissant à certains moments. Le courrier dont tu fais état, on a eu 80 signatures de Bah parlementaires. super, ouais. Et la plupart, elles viennent des associations locales qui les mobilisent. Quand on a travaillé sur la loi économie circulaire, nos amendements, ils ont été repris 250 fois à l'Assemblée, c'est-à-dire par un tout petit peu moins que la C'est moitié lourd, de l'Assemblée. C'est pas rien. Ah ouais, c'est lourd, c'est lourd. Ouais. Et voilà, donc ouais, non, c'est assez intéressant de travailler sur l'engagement politique collectif. En fait, déjà, il faut définir qu'est-ce qu'on veut ensemble, et puis ensuite, il faut définir comment on s'y prend. Et ça, c'est vraiment le boulot le plus passionnant. Bah, c'est vraiment génial et moi, à titre personnel, je suis vraiment très content de pouvoir mettre ça en lumière dans Transition Urbaine parce que c'est vrai que c'est un travail de l'ombre qui est mené, mais c'est vrai que toutes les personnes qui sont intéressées par justement toute cette dynamique autour de la transition écologique, le réemploi, le zéro déchet, il faut savoir qu'il y a quand même des batailles politiques qui sont menées pour faire valoir ce projet de société, cette envie, cette idée d'aller vers un monde plus respectueux de l'environnement et un peu de s'émanciper des anciennes pratiques. Donc voilà, Martin vient de l'illustrer parfaitement. Juste pour terminer, Martin, est-ce que tu pourrais nous recommander un livre ou quelque chose pour nous inspirer? Ouais, alors peut-être deux trucs. Dis-moi. Un des bouquins qui aujourd'hui fait un peu ma table de chevet sur le travail que je réalise, c'est Le Nouvel Esprit du Capitalisme, qui a été écrit par Luc Boltanski et F. Chiapello, bouquin de sociologie en fait, Ok. qui nous donne beaucoup à comprendre sur je dirais les enjeux de relégitimation du capitalisme et face à la crise écologique qui se présente à nous, et en fait ça donne beaucoup de grilles de lecture pour comprendre à quel moment le capitalisme travaille à sa survie spécifiquement en essayant de répondre à la crise écologique et sociale. Et puis un film, petit documentaire merveilleux qui s'appelle La Cravate,
Ok. qui est l'histoire d'un jeune ancien skin qui rentre au Front National en espérant devenir député. C'est un documentaire absolument exceptionnel sur l'extrême droite, mais aussi sur le parcours désenchanté d'un gamin un peu abandonné de la République et qui vit un parcours très dur dans un parti politique très dur. Voilà. Ok. C'est une belle histoire et c'est extrêmement bien mené comme documentaire. Ok. Et ben, sur ces belles recommandations, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions et je te dis à très bientôt. Salut Ouais, Martin. ça fait Régis. Yes, Ciao. peace, Salut. ciao. Pode ser, é claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Pode ser, é claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece. Bonjour à tous, bonjour à toutes, petite interlude pour permettre une pause à Régis, qui a quand même pas mal parlé. Donc bienvenue dans les pépites de la mine, une petite chronique qui revient sur les actualités donc, de la mine, mais aussi sur les événements à venir qui sont initiés par différents tiers-lieux, notamment en Ile-de-France. Alors en ce qui concerne la mine, on se retrouve vendredi dernier, au 75 avenue de la Convention à Arcueil, où toute l'équipe de la mine a accueilli le Secours populaire de Montrouge afin de leur donner des jouets pour enfants pour les fêtes à venir et éviter que pendant cette triste période, les personnes qui sont le plus dans le besoin se retrouvent sans cadeaux et nous les en remercions chaleureusement. Nous nous retrouvons également samedi où l'équipe de la mine a accueilli les tricoteurs et les tricoteuses pour le tricot solidaire qui essaye avec notre partenaire HLWA de réaliser le défi 200 mitaines. C'est un défi qui consiste à tricoter un maximum d'affaires afin de les distribuer aux personnes pareil les plus démunies, surtout avec le froid arrivant. Enfin, nous retrouvons aussi les bénévoles de la mine lundi qui ont ardemment rangé tout l'entrepôt afin d'accueillir samedi le festival de la mine Woodstock, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. En ce qui concerne les événements extérieurs, ils se font peu, malheureusement, à cause du contexte actuel et notamment à cause du Covid, mais nous retrouvons avec la Cité Fertile et la Ruche qui dit oui, des distributions de paniers repas tous les mercredis à 17h. Ensuite, nous retrouvons également avec le Ground Control et l'archipel des Alizés des chroniques et un cycle de vidéoconférences qui s'intitule Les Terres de Relations. Ce sont des chroniques qui proposent de discuter autour de la façon d'habiter autrement la Terre, autrement la planète, de disposer de notre environnement et de vivre en cohabitation avec ce qui ne nous semble pas le plus évident. Nous retrouvons également avec ici Montreuil à 9h30 samedi matin la manière dont fabriquer un bracelet en laiton. Donc pour tous les fans de bijoux, samedi matin à 9h30, juste avant d'ailleurs le festival de la mine Woodstock. Enfin, au Grou, nous retrouvons leur première distribution, encore une fois en lien avec la Ruche qui dit oui. Ce sera donc tous les jeudis à partir de 18h, alors n'hésitez pas à aller les soutenir le plus possible. Pour continuer sur la ligne éditoriale de cette transition urbaine, nous allons vous parler aussi très rapidement du Black Friday et de son alternative qui est le Green Friday, initié par justement le REFER, mais aussi Envie, Altermundi, Ethic Hebel et Dream Act. C'est une alternative donc à la consommation compulsive qui est initiée par le Black Friday
et donc tous les désagréments issus de l'hypercapitalisme actuel. Et ça propose donc une alternative éco-responsable, mais aussi beaucoup plus éthique sur les objets consommés, qui sont des objets de seconde main, des objets de récupération, des objets recyclés. Ensuite, et c'est l'immanquable de cette semaine, Woodstock, le festival de la mine, qui commencera samedi matin à 11h30, avec au programme une mine immersive qui sera présentée à travers des capsules qui devraient normalement vous présenter les locaux de la mine, puis sur un atelier anti-gaspillage qui sera mené en ligne bien sûr, par la confection de cookies. Et nous vous retrouverons l'après-midi avec notre programmation musicale qui débutera avec Saint-Bernard, qui fait de la musique homemade un peu pop, Nebuti Roots qui vous propose un style bien plus reggae, les Danseuses d'Or avec VDMV, le DJ set à partir de 18h30 qui vous en mettra plein la vue, et donc avec un spectacle de danse et un DJ set. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine, et à la semaine prochaine. Pode ser, é claro que ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Pode ser, é claro que ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o... Transition urbaine, suite et fin. Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, on est dans la partie transition urbaine, le projet. Je le rappelle encore une fois, comme toutes les semaines, transition urbaine, le projet, c'est notre vision de ce qu'est une transition urbaine et qu'on souhaite matérialiser dans le concret. Donc en fait, la vision que nous avons de la transition urbaine, c'est un chemin de randonnée. Et c'est un chemin de randonnée où on aurait matière à réfléchir sur ce qu'est le monde d'après, sur quel monde on souhaiterait laisser aux générations futures et qui soit de notre parti pris déjà plus respectueux de l'environnement. Donc tout au long de ce chemin de randonnée, nous allons y mettre des capsules audio où les gens pourront justement écouter des podcasts et un peu réfléchir au monde d'après, plus respectueux. Donc pour ce faire, pendant tout au long de cette année, on va interviewer des personnes, dénicher en fait tous les acteurs et les actrices qui vont nous aider à réaliser ce projet. Et au mois de mai et juin, nous allons organiser un tour de France pour aller encore à la rencontre de ces personnes et en trouver d'autres, afin de préparer toutes les capsules audio pour lancer notre chemin de randonnée. Donc là, pour cette pastille-là, nous allons vous présenter le premier reportage de transition urbaine. Donc c'est vraiment un moment ultra important. La semaine dernière, on vous a annoncé le teaser, déjà on n'en pouvait plus. Et là, on a carrément le reportage. Donc là, c'est carrément un truc de fou. Donc encore une fois, big up à nos reporters, donc Edgar à la technique que vous verrez un jour, parce que j'ai vu le post de la semaine dernière où une certaine Anna demandait à avoir Edgar en vrai, donc t'inquiète, on va le montrer. Et aussi un big up à Elia, qui sont partis tous les deux donc voir un événement sur les tiers-lieux à la condition publique et surtout discuter avec les personnes de saison 0, un des acteurs qui va
illustrer un peu notre vision de ce chemin de transition que nous vous proposons toutes les semaines. Donc Edgar, c'est parti pour le premier reportage. L'équipe de transition urbaine s'est rendue à Roubaix afin de vous présenter un événement tout particulier. Les 22 et 23 octobre dernier se tenait l'événement en compagnie des tiers-lieux, le choc des cultures. 2 journées de rencontres et d'ateliers organisées par la Compagnie des tiers-lieux et la Condition publique, dans le cadre de sa labellisation Fabrique de territoire. Ce moment a été pour nous l'occasion de découvrir le lieu, la Condition publique, cet immense espace de 10 000 m² créé en 1902 pour le conditionnement des matières textiles. 101 ans plus tard, elle sera réhabilitée par l'architecte Patrick Bouchin pour devenir en 2004 une manufacture culturelle. Durant ce week-end, nous avons pu observer différentes activités que la structure propose. Art urbain, skatepark, Fab Lab, des expositions et une table ronde. Nous vous montrons ici un bref aperçu de l'événement, mais vous pouvez visionner l'ensemble des discussions sur la page Facebook ou le site internet de la Compagnie des tiers-lieux. Nous sommes ensuite allés, dans un tout autre endroit de la ville, au couvent des Clarisses, dans lequel l'association ZERM construit un projet que nous allons découvrir. C'est notre amie Pauline, habitante des lieux, membre de l'association ZERM, qui va répondre à toutes nos questions dans le but de mieux comprendre ce projet, s'appelant Saison 0.
Oui, alors, je suis pas obligée de dire je me présente. Je m'appelle Pauline Lofmoller-Marlier. Je suis membre de l'association ZERM qui gère le lieu Saison 0 dans lequel on est aujourd'hui. Et pour Saison 0, je suis responsable du pôle atelier et de l'organisation des chantiers. Sur site, on est plusieurs associations parce que dans notre plan d'autofinancement en fait, nécessaire pour le projet, on passe par des locations d'espaces. Donc on s'est retrouvé à louer des espaces à d'autres associations. Mais par contre, on a la gouvernance du projet uniquement en fait nous association ZERM, et après on est aussi aidé et conseillé par l'association Yes We Camp qui a notamment fait les Grands Voisins à Paris, mais depuis que c'est fermé ils sont sur le Coco Velten à Marseille, les Grous à Nanterre, enfin plein d'autres projets, et ils nous aident, voilà. Pour l'implantation dans ce lieu en particulier, moi qui suis un membre récent de l'association ZERM, je vais du coup parler en leur nom, mais il y a des membres fondateurs de l'association ZERM qui voyaient ce bâtiment comme une super opportunité. C'était un bâtiment abandonné, enfin maintenant il ne l'est plus, mais il a été abandonné pendant 10 ans, il appartient à la mairie de Roubaix, et en fait un membre de l'association est allé voir quelqu'un de la mairie pour dire ça a du potentiel, nous on pourrait faire quelque chose. À la mairie, ensuite, ça a été repris sous forme d'appel à projet. Et en gros, la thématique imposée par la mairie, et qui nous intéresse aussi, c'est l'économie circulaire et le zéro déchet. Donc c'est un appel à projet pour transformer le couvent des Clarisses en maison de l'économie circulaire et du zéro déchet. Donc depuis qu'on s'est installé ici en novembre 2019, donc ça fait un peu moins d'un an, notre objectif dans le bâtiment, c'est de le rendre plus vivant, polyvalent, de l'ouvrir au public. On prend ce bâtiment qui est inscrit au patrimoine, qui a plein de typologies d'espace hyper intéressantes d'ailleurs, hyper adaptées à la vie en communauté vu que c'était un monastère, et par le biais d'aménagement, théoriquement uniquement de l'aménagement et pas de la rénovation ou de la reconstruction, on réactive un maximum d'espace dans l'objectif que le lieu soit ouvert à plus de personnes qui puissent bénéficier au quartier, qu'il se passe quelque chose qu'on trouve, nous, enthousiasmant, vivant et cool. Typiquement, on a ouvert une buvette, une salle de concert, juste à côté une salle d'expo. On a essayé de développer une aile d'auberge, auberge de jeunesse. On fait en sorte d'avoir une salle aussi qui soit accessible en réservation gratuite pour les assos. Enfin, on a vraiment 1 milliard d'intentions pour le bâtiment qui fait en tout 6500 mètres carrés. Tous les espaces intérieurs cumulés font 6500 mètres carrés. On a plein de projets. On a juste plein d'envies, plein de trucs. On doit souvent d'ailleurs un petit peu se remettre en perspective, remettre des priorités, parce qu'à Neuf, on manque de temps aussi. La réhabilitation transitoire, c'est une manière en fait très très cheap et pas, comment dire, enfin, très peu cher de faire quelque chose d'un bâtiment. Donc on est effectivement aussi sur des budgets dérisoires par rapport à ce que serait une vraie rénovation. Donc il faut toujours qu'on se recentre et qu'on essaye de voir aux priorités. Mais en gros, l'objectif aussi, qui est d'ailleurs fondateur du truc, c'est d'être un lieu d'expérimentation sur la frugalité. Et c'est le mot qu'on a mis pour résumer économie circulaire et zéro déchet. Mais en gros, on expérimente plein de solutions d'aménagement qui permettent de couvrir un peu tous les aspects de la vie. Travailler dans le froid, par exemple, ou manger localement, ou gérer les déchets. Enfin, c'est des tas de questions qu'on aborde parce qu'on vit aussi ici et qu'on travaille ici sur le thème de la frugalité, et où on essaye, en tout cas en tant qu'asso composé en grande partie d'architectes aussi, enfin il y a beaucoup d'architectes, de concevoir quelque chose qui rentre dans ce thème-là. Et d'utiliser le lieu comme à la fois une vitrine de ça, une démonstration, une expérimentation,
de se dire qu'on peut aller dans des directions, essayer des solutions, se tromper, valider que du coup ça marche pas et repartir dans une autre direction. Quand on s'est implanté sur le site, la première difficulté vécue de manière assez intense, c'est qu'on arrive en novembre. Et malheureusement, Roubaix en novembre fait pas chaud. Mon vieux couvent abandonné en novembre, il fait extrêmement froid. En fait, en gros, on s'est retrouvé dans ce bâtiment qui est très humide, très froid, avec un réseau électrique plus du tout aux normes, en fait, qui, dès les premières semaines un peu intenses de vie, en fait, a lâché. On a le tableau électrique qui a commencé à fumer. Donc la difficulté, ça a été de devoir commencer à vivre et travailler dans un lieu qui était en fait pas du tout prêt encore et sain et une base fiable pour y faire les aménagements qu'on nous a demandé de faire. En gros, malheureusement, il y avait encore pas mal de travail de fond, de remise aux normes du réseau électrique et de plomberie pour que on puisse en fait respecter notre partie du deal, c'est-à-dire de réactiver les espaces le plus vite possible. Et là encore aujourd'hui, presque un an après notre implantation, on n'a pas encore d'électricité partout, on est sur rallonge. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont de la responsabilité des propriétaires, de la mairie. C'est leur responsabilité de le faire et malheureusement, nous, on est allé beaucoup trop vite. On a vraiment voulu se projeter dans tous les espaces directs parce que le bâtiment fait hyper envie, il a vachement de potentiel. Et derrière, en fait, si on travaille avec une mairie qui a son fonctionnement, qui est obligée pour chaque dépense faite de la justifier parce qu'on est sur des finances publiques, qui est obligée de confronter ses artisans à des concours avant de les sélectionner, l'administration, quoi. Du coup, en fait, on a cette espèce de difficulté qui est peut-être la plus pénible pour nous, c'est de vouloir avancer, de vouloir faire plein de choses, d'être un peu freiné par ça, tout en étant hyper conscient que le projet dure uniquement 3 ans, a priori. La plus grosse difficulté, c'est de réussir à prioriser, à pas se disperser, à pas s'épuiser et à être suffisamment patient pour que on continue à vivre très très bien ce projet et que ce soit pas juste la vie quotidienne sur place, parce qu'on en est encore à un stade du projet où toutes les parties privées sont pas finies. Concrètement, ça ressemble à une grosse colloque éclatée dans un monastère abandonné. C'est assez rigolo parce que l'espace est quand même de base conçu pour la vie en collectivité. Et en même temps, ça veut dire qu'il n'y a jamais vraiment de porte de sortie au travail. Même la façon dont est fait le bâtiment, un monastère, en fait, c'est fait pour que tout puisse fonctionner en autarcie, en huis clos. Et du coup, concrètement, j'ai beaucoup de mal à sortir du couvent pour faire autre chose. Ça, je me retrouve cloîtrée malgré moi dans le projet, mais c'est quand même une expérience hyper satisfaisante de vivre et de travailler avec des gens qui, en plus de ça, sont des amis. Donc c'est trop bien. Mais la vie quotidienne, elle est pas forcément hyper loin, à mon avis, de ce que pouvaient vivre les sœurs Clarisse à l'époque, sans la foi religieuse et sans les interdictions et autres. Mais voilà. La pandémie, elle a eu un effet néfaste sur le démarrage du projet, parce qu'elle est vraiment arrivée 3-4 mois, quand on venait enfin de finir quelques espaces, qu'on était prêt à accueillir un peu de public, à lancer une programmation. Et comme beaucoup de structures dans le culturel, dans l'ouverture publique, ça nous a complètement cassé dans notre élan. Après, d'un point de vue personnel et non pas d'un point de vue de projet, c'était assez cool d'être enfermé là-dedans pendant le confinement. En réalité, comme ce que je disais par rapport à la vie quotidienne, c'est juste fait pour ça. À la base, les sœurs, elles communiquaient pas du tout avec l'extérieur. Elles étaient en fait, une fois qu'elles étaient rentrées dans le cloître, elles n'en sortaient plus de leur vie.
théoriquement. Donc nous, être coincés là-dedans avec vraiment en fait vachement plus de liberté que les sœurs, évidemment, c'était assez idéal. On avait pas mal d'espace extérieur, on l'a bien vécu. On en a profité en fait pour un tout petit peu déconnecter de la réalité en fait, de la réalité de la pression financière qu'il y avait sur le projet. On s'est mis à bricoler les trucs qu'on avait envie de bricoler, on s'est mis à un petit peu s'approprier le lieu, comme si on était un peu échoué sur une île déserte. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 3 semaines et après on a dû renoncer à se payer tout un mois, mais c'était quand même chouette. Et après, ce qui est cool, c'est que la pandémie a repoussé et pas annulé en tout cas l'exposition World Design Capital. Et du coup maintenant on peut juste considérer qu'elle a mis 8 mois de retard dans ce qu'on avait envie de faire, mais que malgré tout ça se voit pas trop, donc ça va. On a hâte de pouvoir vraiment ouvrir aux gens et là aujourd'hui on est en alerte rouge foncé à Roubaix et du coup on vous accueille vous, on accueille du public, on a des visites et on sait juste pas quoi faire. Est-ce qu'on doit tout annuler? Je pense qu'on est tous dans la même situation. C'est difficile d'y voir clair, quoi. Alors, l'association Yes We Camp, elle a été là dès l'appel à projet. En gros, l'association ZERM, c'est à la base 5 personnes de formation architecte de formation, pardon. Et en gros, ils ont déjà fait de la réhabilitation, ils ont déjà visité des lieux comme les Grands Voisins, mais de la réhabilitation temporaire, le fait que Yes We Camp l'ait déjà fait plusieurs fois avec succès, c'est pour ça en fait que l'association ZERM est allée vers eux pour leur demander conseil. Et après, ils sont généreusement intégrés au projet en proposant en fait de faire une demande de subvention en leur nom, mais pour notre projet. Et de garantir, grâce à cette demande de subvention, qu'ils allaient à la fois nous donner en fait un financement pour la construction, pour les matériaux, pour l'outillage, et eux-mêmes pouvoir se rémunérer sur les conseils et l'aide qu'ils nous apportent. Et aujourd'hui, l'association Yes We Camp, elle continue de nous suivre et de nous conseiller et de veiller en fait à ce que nous, on arrive à rentrer dans cet autofinancement qui fonctionne en tout cas pour eux, qui a fonctionné pour eux dans les divers projets qu'ils ont. En gros, quand je parle d'autofinancement, ça veut dire qu'un projet comme le nôtre, ici, est censé fonctionner tout seul. Donc, on a cette base qui nous est gracieusement prêtée par la mairie de Roubaix. Et après, tout le travail qu'on peut accomplir, on est censé le rémunérer par tout ce que le lieu nous permet de générer comme bénéfice. Donc, ça veut dire qu'on doit réussir à transformer les espaces en des espaces qui peuvent rapporter de l'argent. Typiquement, en fait, remettre une pièce en état et ensuite la louer pour un bureau. Faire fonctionner une buvette avec une programmation associée qui fait venir du monde. Enfin, tout un tas de choses en fait qui ont déjà de 1 été complètement pénalisées par le Covid. Et puis de 2, peut-être qui sont très compliquées ici parce que contrairement à d'autres bâtiments qui vivent de la réhabilitation transitoire, la base n'est pas finie. Enfin, la base, réseau électrique, réseau eau, elle était inachevée avant qu'on arrive ou défectueuse et maintenant en fait on est encore en train de la retaper tout en étant nous en train de continuer à réhabiliter l'espace. Donc on est sur une sorte de flux tendu et l'autofinancement est très 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 compliqué à atteindre et aussi peut fonctionner que sur la base d'une sorte de précarité du travail parce qu'en réalité c'est un travail énorme
et un investissement total. Mais la réalité très concrète, c'est que si on devait compter toutes les heures qu'on fait à un taux normal, on n'a pas du tout l'argent à sortir pour nos salaires. Donc ça peut fonctionner que comme ça, et je crois que les pouvoirs publics adorent ce concept très nouveau enfin très nouveau, non pas forcément très nouveau, là je me trompe sûrement, mais un peu frais de la réhabilitation transitoire et superbement illustré par plein de projets comme les Grands Voisins. Mais la réalité économique derrière ces projets, c'est beaucoup de bénévolat, c'est un sacrifice personnel, entre guillemets, que nous, on peut faire parce que ça va, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de responsabilité, mais si un jour ça devait être une vraie carrière, un vrai métier, ça devrait clairement pas se passer comme ça. Si je précise pas qu'on touche des subventions et que machin, ça va sembler absurde, mais on n'a pas rien, mais on n'a clairement pas assez, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est le coup de gueule. C'est le coup de gueule, mais franchement. Après, tu t'investis pas dans ce genre de projet pour t'enrichir financièrement. Très clairement, c'est plutôt pour t'enrichir humainement et en expérience et aussi en compétences techniques. Mais ouais, voilà, c'est tout. Pardon. Je peux parler de trois types de personnes. C'est donc à la fois les habitants du quartier, pas forcément qui font pas forcément partie d'associations, mais qui voient le bâtiment depuis 10 ans abandonné et qui, pour la plupart, ont un attachement assez fort aussi parce que c'était ça a été une école primaire et une école maternelle. Donc, tu as beaucoup de gens du quartier qui sont allés à l'école ici, qui l'ont connue avant que ça soit fermé, car plus aux normes. Et du coup, notre venue, comme on a dans l'équipe relations publiques, comme on a une personne qui sert des relations publiques, qui fait ça de manière vraiment super humaine, super intelligente, en gros, nous, ce qu'on a mis en place dès le début, c'était une ouverture le dimanche, une ouverture de la cour, avec la distribution de petits trucs à boire, de petits trucs à manger. On a directement, dès que ça a été possible, commencé à accueillir du public dedans. Et pour expliquer et pour réinviter les gens à rentrer. Plus ça va, plus ce sera possible de faire ça dans des espaces intérieurs, parce qu'au début c'était que la cour qu'on pouvait considérer comme un espace d'accueil public. Après on travaille, on fait des travaux, on remet aux normes entre guillemets, on fait des évacuations, pompiers, tout ça pour que ça puisse vraiment être ouvert. Et donc, je dirais que notre rapport avec le quartier, il est plutôt cool. On a beaucoup d'enfants qui viennent parce qu'on a beaucoup axé la programmation là-dessus, sur les enfants, sur les ateliers pendant cet été. Et par extension, les mamans, surtout. Donc, je dirais qu'on touche pas encore peut-être les ados, surtout les garçons, surtout les jeunes mecs et tout. Bon. On va essayer d'avoir une programmation qui parle à tout le monde. Mais donc par rapport au quartier, on a été plutôt bien accueillis et ça se passe bien et on continue de développer ce lien, malgré le Covid. Parce que là, forcément, on est obligé de faire des jauges, de refuser l'entrée et de plus être ouvert pour éviter de prendre des risques. Après, avec des associations historiques, on a en gros... il y a une association qui s'appelle les Amis des Clarisses qui, pendant les 10 ans où le bâtiment a été abandonné, a veillé à signaler les problèmes pour que la mairie intervienne, pour pas que le bâtiment se dégrade trop. Ils ont fait des reconstitutions. Ils ont ouvert aussi une fois l'an pour les journées du patrimoine, donc ils sont un petit peu occupés du lieu. Et nous, en arrivant, on a tout de suite... pris contact avec eux pour leur dire on veut que vous fassiez encore partie du projet même si on récupère le truc. Donc on a gracieusement prêté on a mis à disposition un bureau pour
l'association Les Amis des Clarisses et on fait en sorte, si on doit faire des visites, surtout pour les journées du patrimoine, qui ont été annulées à cause du Covid, mais on voulait faire une visite à 2 voix avec quelqu'un de leur association qui peut parler de l'aspect religieux, patrimonial qui leur tient à cœur et nous qui parlons du projet de réhabilitation transitoire. Et ensuite avec les associations du quartier, là encore c'est... je vais dire son nom, Margot Manière des relations publiques qui crée un lien et qui crée un contact avec des associations du coin qui les invite à venir si jamais ils peuvent apporter quelque chose que nous on ne peut pas apporter à ce moment-là. En fait on essaye vraiment de faire en sorte que ce bâtiment soit utilisé par le plus de personnes possible et on sait très bien qu'à Neuf on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Du coup on veut complètement collaborer avec les associations du quartier et les gens qui font déjà un travail dans le quartier. Cet été par exemple le thème c'était été de feu et on a fait un four à pain, on a fait un four à céramique dans le sol avec les enfants, on a fait des pizzas aussi, donc c'était cool. Et là pour l'hiver qui vient, parce que la pandémie reprend un peu, on a plutôt décidé de faire ça sur le thème de l'hibernation. Voilà. Donc un repli sur soi, on se réchauffe et ça va être la thématique de la programmation qui viendra.